Eh ben, bonjour à tous et à toutes. Je vous remercie d'être venus écouter cette conférence aujourd'hui. Donc, dans ce que je vais raconter, vous prenez ce qui vous parle, ce qui vous correspond, et puis vous laissez de côté ce qui vous parle moins. Je vais parler de mon expérience, de mon vécu, et puis de ma passion, de mes passions, parce que tout ça, c'est un univers de passion pour moi. Donc, je vais me présenter rapidement. Après, je vous parlerai d'hypnose spirituelle, à quoi ça sert, ce que ce n'est pas, comment ça fonctionne, des différents domaines que l'on peut approcher avec l'hypnose spirituelle. Et puis après, j'avais prévu aujourd'hui de parler plus spécifiquement dans les domaines de l'hypnose spirituelle, des vies antérieures, et la communication des fins avec l'hypnose. Après, par rapport à ces thèmes que je souhaite aborder aujourd'hui, il est possible que certains aient d'autres attentes ou des questions particulières, et j'aimerais, si c'est possible, et si vous êtes d'accord avec ça, orienter ma conférence, que je peux, une fois que je suis toujours un petit peu inquiète de commencer une conférence, mais une fois que je suis partie, je peux être très très bavarde, et j'aimerais pouvoir répondre à vos attentes et à vos questions, parce que sinon je peux partir dans un domaine et qu'à la fin vous disiez ah ben oui, moi c'est plus ça qui m'intéressait. Donc la première chose que je vais faire, je vais vous demander, je me présenterai après, d'abord c'est vous qui allez parler en premier, les malines, je vais vous demander, parmi tous ces personnes que vous êtes ici aujourd'hui, de me dire, de lever le doigt, s'il y a des domaines dans ce que je veux présenter ou des questions qui vous intéressent particulièrement, qui font que vous êtes venus ici aujourd'hui. C'est la question des vies antérieures. Toi, c'est les vies antérieures. Ouais. Alors, je vais me permettre de tutoyer. Vous pouvez me tutoyer, ça sera plus simple. D'accord? Donc, les vies antérieures par là. Même chose. Vie antérieure. Vie antérieure. Même chose. Vie antérieure. Communiquer avec les défunts. Vie antérieure. On est revenu sur les vies antérieures. Et l'entre-deux-vies. Entre-deux-vies. Donc on fera un passage rapide sur l'entre-deux-vies. En sachant que quand je pars sur l'entre-deux-vies, effectivement, je peux parler pendant 2 heures ou plus sur l'entre-deux-vies. Donc sur une autre conférence, j'avais présenté un peu l'entre-deux-vies et du coup, j'avais plus le temps pour le reste parce que j'ai été très très bavarde. Donc essentiellement les vies antérieures aujourd'hui qui vous interpellent. Je sors du champ de la caméra. Donc, je me prénomme Marie. Je m'appelle Marie Fargeot. L'hypnose, c'est une passion, comme je vous disais. Comme j'ai eu d'autres passions, ça fait 25 ans enfin même plus, hein, depuis l'âge de 15 ans, que je me pose beaucoup de questions, que je cherche, que je recherche. On va dire, j'ai passé la plupart de ma vie à trouver un sens, à comprendre comment fonctionnait l'être humain, comment fonctionnait l'être humain dans toutes ses dimensions, en fait. Pas uniquement la dimension qui nous est présentée ici, ou pas seulement l'aspect extérieur de la personne. Donc moi, je suis curieuse, et un des grands buts de ma vie, c'est d'aider l'être humain d'une façon globale à avancer sur son chemin, et en tout cas à avancer dans qui il est vraiment. Parce qu'on sait que tous, à un moment de notre vie, on va se poser des questions, se dire est-ce que ce que je fais c'est vraiment moi, est-ce que ça a du sens, est-ce qu'il y aurait des orientations différentes à prendre ou des compréhensions à avoir pour avancer autrement. Donc ma recherche c'est tout le temps ça, de comprendre pour avancer moi, parce que moi j'avance en même temps forcément, je suis comme tout le monde, j'ai eu plein de problématiques personnelles et ces problématiques personnelles m'ont permis d'avancer sur ce chemin qui est le mien. Donc depuis à peu près 25 ans, je travaille avec l'énergie Reiki, donc l'énergie de vie. Je suis maître Reiki. Après, l'enseignement pur ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, moi, dans le Reiki, c'est la pratique au quotidien sur moi et puis sur ma clientèle. Les fleurs de Bach aussi, que je pratique depuis plus de 25 ans, qui sont où on va travailler sur tout le système émotionnel, parce que aujourd'hui, je pense que... Alors aujourd'hui encore plus parce qu'on est à une journée de pleine lune, les émotions par moments sont là, elles nous dépassent et on ne sait pas toujours comment les gérer et les contenir. Donc les fleurs de Bach ont été très aidantes dans ma vie, pour moi et mon entourage.
J'ai travaillé aussi en astrologie, pas mal, qui est toujours en filigrane aussi, l'astrologie, dans ma façon d'être ou de vivre ou de comprendre ce qui se passe. Et puis la dernière chose, enfin pas la dernière chose, mais l'hypnose, depuis toujours j'ai voulu faire de l'hypnose parce que c'est un domaine qui m'interpellait franchement. Et puis j'ai mis un petit peu du temps à me décider à y aller, et ça fait 4-5 ans là, que je suis plus en hypnose, et de plus en plus, puisque j'avance régulièrement encore en hypnose. Je travaille en hypnose ericksonienne. J'ai travaillé aussi en speed hypnose, enfin l'hypnose de ce qu'on appelle de rue, même si je ne vais pas dans la rue. Les compréhensions de ces mécanismes m'intéressent, surtout que dans ma clientèle, j'ai quand même des enfants, des adolescents. Donc la speed, des fois, ça peut être sympa pour eux par rapport à leur fonctionnement. Parce qu'un petit, on ne va pas le laisser, on va pas lui parler tout doucement tout le temps, c'est un autre fonctionnement. Et puis j'ai travaillé aussi en hypnose, tout ce qui est hypnose, tous des domaines spécifiques avec les enfants, parce que c'est une façon de fonctionner qui est particulière avec les enfants, et puis avec les adolescents, avec les femmes enceintes, avec toutes ces personnes qui ont besoin des fois d'une approche particulière et complémentaire de ce qu'ils vivent par ailleurs. Et puis il y a à peu près 3 ans, ça faisait très longtemps que je voulais aller dans l'hypnose spirituelle. Je ne savais pas trop ce que c'était en fait. Et j'y suis vraiment allée parce qu'il fallait que j'y aille. Donc des fois on s'inscrit à une formation, on dit ça c'est pour moi et ça il faut que je le fasse. Et quand j'ai fait cette formation, il y a pas mal de choses qui m'avaient empêché la première année où je voulais le faire, de la faire. Et puis bon, on se dit si c'est pas le moment. Et puis entre-temps, je l'ai déjà expliqué dans une conférence, je crois, j'ai perdu mon papa, de qui j'étais très proche. Et quand j'ai fait cette formation d'hypnose spirituelle, j'ai compris pourquoi j'avais dû attendre. En fait, il fallait que j'attende ce décès-là pour avoir ce qu'on appelle une communication défunt, et puis pour aller plus loin, parce que je sais qu'il me porte aujourd'hui et qui me pousse fortement à être là devant vous, alors que je n'aime pas du tout, pas du tout, c'est pas mon truc, parler en public comme je le fais maintenant. Ça se voit pas. Et ça se voit pas. Non, c'est pas mon truc, j'aime pas ça, j'aime pas être sur, entre guillemets, le devant de la scène. Je suis beaucoup plus à l'aise dans une relation personne à personne, ça me correspond plus. Mais bon, des fois il faut communiquer, et communiquer c'est aussi partager ses passions, ses expériences. Et moi j'aime bien de l'autre côté, on trouve des gens qui partagent, c'est toujours un bel apprentissage. Donc voilà un petit peu mon itinéraire. Alors j'ai fait aussi de la PNL, la PNL qui est un complément et qui travaille à l'hypnose, qui permet de recadrer, de recentrer, d'avoir des techniques de communication qui peuvent être très utiles aussi. Et puis aussi un peu de l'EFT, l'EFT qui va aider à gérer, EFT et DMR qui vont aider à gérer tous les traumatismes. Parce que quand on est avec une personne en hypnose, il peut y avoir derrière ou devant, je ne sais pas, des traumas. Et c'est intéressant de savoir aider à passer ces caps de trauma. Parce que pendant une séance d'hypnose spirituelle, il peut quand même se passer des fois des choses, et c'est bien d'être formé pour un accompagnement, un vrai accompagnement thérapeutique. Parce que le sens de... l'aspect thérapeutique, c'est celui qui me parle et qui me convient. C'est au-delà de la curiosité, au-delà du développement personnel. Ma démarche est très thérapeutique, elle a toujours été. Donc j'aime bien avoir toute cette palette d'outils pour accompagner la personne dans sa globalité. Aussi bien son corps physique, parce que l'on sait qu'on fait partie d'un même système, aussi bien au niveau de l'âme, aussi bien sur tous les plans. C'est intéressant selon la personne que j'ai en face de moi, j'utiliserai plus un outil qu'un autre, voire une palette d'outils. Et quand je suis en hypnose spirituelle, je vais utiliser par exemple régulièrement l'énergie Reiki, voir les fleurs de Bach s'il y a besoin de désamorcer des trucs après la séance en termes émotionnels, s'il y a eu des trop grosses remontées émotionnelles. Ça peut être le cas. Alors rapidement, parce que du coup il faudra quand même que j'aille sur les vies antérieures, mais l'hypnose spirituelle, c'est quoi et ça sert à quoi? Donc là on n'est plus dans l'hypnose ericksonienne pure, on est vraiment dans cet état-là, on est dans un état de conscience modifié, plus profond.
C'est-à-dire qu'on sait qu'Erickson, je ne sais pas, que travaille beaucoup en conversationnel. Comme tu me le disais tout à l'heure, il y a des personnes en hypnose, on a la croyance que l'hypnose, on dort. Non, on ne dort pas, au contraire. On a une partie de nous qui est très présente et qui va répondre et qui va en tout cas entendre tout ce qu'il est important qu'elle entende. Cette partie présente, c'est notre... alors certains vont parler d'inconscient selon le type d'hypnose. Quand on est en hypnose spirituelle, on va parler de la conscience supérieure ou de la conscience extra-neuronale intuitive. Alors là, je reprends le terme de notre médecin, là, Jean-Jacques Charbonnier, qui lui travaille toujours beaucoup en communication avec les défunts. Il était, je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu le film Thanatos. Non. Un beau film qui est sorti cette année où il y a toute une explication sur ce qui se passe après la mort, sur ce qui se passe dans l'entre-deux-vie, par exemple. Et le docteur Charbonnier, lui, juste pour parler de sa façon de voir les choses, il est arrivé à la conclusion, après des années de recherche, qu'on avait deux fonctionnements. Il y a le cerveau analytique mental, en fait, en quelque sorte, donc notre sphère cérébrale physique, et il y a la sphère cérébrale intuitive qui n'est pas dans notre boîte crânienne neuronale. C'est ce qui explique que des personnes qui ont vécu des états de mort imminente, qui étaient en mort cérébrale, ont eu plein d'informations sur ce qui se passait. Donc en fait, selon lui et selon de nombreux chercheurs, on a effectivement une conscience en dehors de notre corps qui pourrait être apparentée à notre intelligence supérieure, à notre âme. Après, on met les mots qu'on veut derrière, chacun a sa façon d'expliquer les choses, mais voilà, c'est un petit peu sa vision. Et la vision de beaucoup de scientifiques. Alors, à quoi sert l'hypnose spirituelle? Elle sert pour moi à comprendre, à donner du sens. Donc quand on va dans les vies antérieures, donc j'en parlerai un petit peu après, il y a souvent des recherches en fait personnelles, dire ben tiens, je comprends pas, dans ma vie j'ai des blocages, c'est compliqué pour moi d'avancer en ce moment, j'ai des peurs, j'ai des phobies, j'ai des impressions d'avoir déjà connu cet endroit, ce pays, j'ai l'impression que ça, c'est une ressource innée que j'ai en moi, je ne sais pas d'où ça vient, est-ce que ça vient de cette vie, est-ce que ça vient de ce que j'ai appris, de ce que j'ai entendu, ou est-ce que ça vient d'avant. Donc c'est souvent comprendre et donner du sens. Se libérer donc du coup des peurs, des blocages qui peuvent venir de vie passée. C'est cheminer éventuellement dans un processus de deuil, parce qu'effectivement, en travaillant sur les vies antérieures, on peut aussi comprendre qu'il y a des personnes qui sont proches, avec qui on avait vraiment une grande affinité dans cette vie-là, avec qui on a déjà été dans d'autres vies. Donc c'est un côté, dire oui effectivement je l'ai retrouvé dans cette vie, ben, c'est pas fini en fait. On va se suivre de vie en vie. Donc pour certains deuils, ça peut être vraiment aidant. Ça peut aider aussi à accéder à de nouveaux savoirs, à de nouvelles informations. Alors ça c'est très précieux et c'est des choses que j'ai vraiment vécues personnellement. Nouveaux savoirs, c'est-à-dire que quand on va, entre guillemets, se promener dans une vie antérieure, on va ramener plein d'informations, plein de compréhensions, donc des informations sur qui on a pu être, ce qu'on a pu apprendre, et peut-être même des qualités qu'on n'a pas aujourd'hui dans cette vie. Donc ça peut être une vraie ressource, d'aller chercher des qualités qu'on a l'impression de ne pas maîtriser, alors qu'on a peut-être très bien maîtrisé ces qualités dans une autre vie. Donc aussi en hypnose spirituelle, on peut comprendre et puis renouer avec sa mission de vie, ce que je disais tout à l'heure. À un moment, on dit, bah tiens, est-ce que ma vie a du sens? Est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que ce que je fais, est-ce que c'est en accord avec qui je suis vraiment? Mais en fait, qui je suis vraiment?
Donc on se la pose tous à un moment donné, dire est-ce que je suis bien au bon endroit, est-ce que ce que je fais au quotidien, est-ce que mon travail, est-ce que ce que je ressens au fond du cœur qui a l'air de me dire non là t'es peut-être pas dans la bonne voie, est-ce que c'est juste pour moi? Et puis se reconnecter à notre essence spirituelle, donc avec qui on est au niveau de l'âme, avec nos âmes sœurs, nos alliés et nos guides. Donc ça c'est schématique, c'est un ordre d'idée. Après, ce que n'est pas l'hypnose spirituelle, en tout cas, comme je la pratique et comme je l'entends, ça c'est très personnel, pour moi c'est pas un jeu, parce que c'est quelque chose de sacré, donc j'aime pas jouer avec le sacré et ça me correspond pas. Ensuite, c'est pas juste un élément de curiosité, dans le sens, alors curiosité par rapport à qui on est, oui, forcément, mais curiosité dans le sens du oh bah tiens, je vais aller voir ce que c'est, on va y jouer un petit peu, alors ça rejoint un petit peu le jeu, ou dire, moi une fois j'ai une personne qui m'a appelé et puis qui me dit, ben, moi je voudrais faire des régressions aux vies antérieures, je dis oui, alors dans quelle optique, dans quel objectif, et la personne me dit, je voudrais savoir combien j'ai eu de vies antérieures. J'en ai mal barré parce que on en a eu tellement que j'ai dit, quel est l'objectif de savoir le nombre de vies antérieures qu'on a eues. Je ne voyais pas tellement l'objectif. Et curiosité, c'est souvent dans le sens de l'ego. Et quand c'est dans le sens de l'ego, c'est-à-dire, ben ouais, moi j'ai été ci, j'ai été ça, j'ai su faire ci, j'ai su faire ça. J'ai eu plein de vies antérieures, donc je suis une très vieille âme. Et puisque je suis une très vieille âme, forcément je suis un petit peu au-dessus des autres qui sont jeunes et qui ne savent pas. Cette démarche-là ne me correspond pas, en fait, et je ne vais pas là-dedans. Ensuite, ce n'est pas de la voyance, parce que certains pensent que l'hypnose spirituelle, c'est la voyance. Non, pas au sens pur du mot, c'est-à-dire, moi j'ai une personne proche qui me dit, bah tiens, tu peux peut-être savoir ça, ça, ça. Je dis non, la voyance, les informations du futur, c'est pas ça l'hypnose spirituelle. C'est plus à explorer vraiment qui on est et comment on peut avancer, à mon sens. Et puis, c'est pas non plus un simple moment de détente. Parce que, même si ça peut être relaxant, des fois ça peut être un petit peu costaud quand même, dans le corps, dans l'énergie, ça peut être fatigant, ça peut remuer quand même des choses sur plusieurs mois. Moi j'ai eu des personnes où ça a travaillé en profondeur, parce qu'on va vraiment chercher dans nos fondements, dans notre origine, ça peut brasser un petit peu quand même, hein. Donc c'est pas forcément que de la détente. La détente, c'est vaut mieux aller sur de la sophrologie, sur de la respiration, sur éventuellement de la méditation, mais c'est pas ça. En tout cas, pas comme je l'entends moi. Alors pour qui l'hypnose spirituelle, j'ai marqué pour les personnes qui ont besoin de donner du sens à ce qu'elles vivent, c'est ce que je dis depuis tout à l'heure. Certaines personnes qui ont des défis, des défis à vivre là, maintenant, et là, c'est comme s'il y avait eu un coup de semonce dans leur vie. Il y a plein de choses qui s'écroulent, où il y a de nombreux décès, ou un décès qui vient les impacter fortement. Là, ça peut quand même être utile pour justement avoir des compréhensions, pour retrouver de l'espoir et puis pour avancer autrement. Parce que des fois, on sait que les accidents, les éléments de la vie viennent nous secouer pour qu'on comprenne des choses, qu'on change nos vieux schémas pour passer sur des schémas plus évolutifs pour nous. Même si ça passe par des périodes un petit peu difficiles et compliquées à vivre. Donc, ce que je disais aussi, pour les personnes qui traversent une période de deuil, donc dans les cas de deuil, ça peut amener beaucoup d'aide au niveau thérapeutique. Donc ça, j'en parlerai après. Et puis, les personnes qui veulent évoluer au niveau personnel et multidimensionnel, puisque quand on est dans le spirituel, on n'est plus seulement attaché à notre vie ici, maintenant, et à notre troisième dimension. Alors après, en termes de prérequis pour faire des séances d'hypnose spirituelle, alors c'est important d'en parler aussi, parce que moi, dans les personnes que je vois, il y a un petit peu de toutes sortes de personnes, mais j'insiste toujours sur le fait, la première chose, c'est de savoir pourquoi on vient. C'est-à-dire que quand on va aller, j'en parlerai encore tout à l'heure si j'y pense, quand on va sur une vie antérieure, pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai envie d'aller chercher ? Qu'est-ce que j'ai envie d'aller trouver ? Parce que justement, on a eu tellement de vies antérieures qu'après, ça peut pointer sur n'importe quelle vie, entre guillemets, et que ce ne soit pas tellement résolutoire. Parce que si je veux juste aller avoir une info d'une vie, ben oui, on peut avoir une info d'une vie, mais pourquoi faire en fait ?
pourquoi je veux ça. Alors à titre d'exemple, une personne peut venir en disant, bah oui, moi ça fait... ouais, j'ai eu le cas récemment d'une personne qui avait des échecs affectifs les uns après les autres. Donc effectivement, dans ce cas-là, c'était très intéressant d'aller voir avant ce qui avait pu se passer, pourquoi cette personne se sabotait tout le temps sur le plan affectif. Donc ça, si j'y repense tout à l'heure, je vous dirai pourquoi. Ça peut être intéressant, ce genre de compréhension. Donc avoir un objectif, même pour dans un cas de communication avec un défunt, je vous expliquerai aussi comment ça fonctionne. C'est bien de savoir quel défunt avec lequel on souhaite communiquer, qu'est-ce que j'ai à travailler dans cette relation, dans ce processus de deuil, quelle est mon intention réelle en fait. Donc les prérequis, c'est la première chose, c'est savoir pourquoi on vient. Ensuite, moi j'aime bien que les personnes aient déjà vécu l'état modifié de conscience. Parce que sinon, il peut y avoir, surtout quand on va sur des séances comme ça, qui sont un peu longues, qui demandent une transe un peu profonde, il peut y avoir des peurs, des appréhensions. L'hypnose, on en parlait tout à l'heure. Moi je sais qu'au début, j'étais une grande résistante. Donc c'est terrible, c'est terrible, c'est-à-dire que j'avais beaucoup de peine à lâcher quelque chose et j'avais beaucoup de peine à lâcher ce cerveau analytique là qui était tout le temps en train d'analyser tout ce qui se disait, tout ce qui se passait. Et sur mes premières séances en tant que sujet, je dis oh, c'est pas possible, les autres vivent plein de trucs et moi ça va jamais lâcher, je vais jamais rien vivre. Il y a une partie de moi qui lâchait pas, qui voulait pas lâcher ce contrôle. Donc c'est pour ça, quand on a déjà vécu une séance ou deux séances, ou qu'on est soi-même, chez des personnes qui sont venues, qui sont médiums, on sait qu'ils ont cette capacité et cette faculté à entrer sans s'en rendre compte même, c'est pas juste, en état de modifié de conscience important. Alors si on parle de l'état modifié de conscience, Philippe Roux, là on parle très bien dans ce livre-là, comment communiquer avec les défunts. Il a exploré toutes les questions sur ces états modifiés de conscience, sur toutes les techniques pour rentrer dans une transe. Alors on sait que pour rentrer dans une transe, il y a plein de façons pour rentrer dans ces états. Alors il y a ceux qui sont de base, souvent, beaucoup, qui ont plutôt débranché ce cerveau analytique, ce cerveau rationnel. Alors quand notre cerveau rationnel fonctionne à plein régime, quand on étudie, qu'on essaie d'analyser, de comprendre, qu'on a beaucoup dans le mental, la fréquence du cerveau est autour de 20 Hz. Quand on est dans un état profond de modifié de conscience, par exemple, on a constaté au niveau du cerveau que les médiums, quand ils sont en médiumnité, ils sont souvent autour de 4 Hz. Donc il y a vraiment une grande différence au niveau cerveau. C'est-à-dire que ce cerveau analytique, l'état modifié va permettre de le mettre en arrière-plan, ou en tout cas de baisser la fréquence, les ondes cérébrales. On parle d'ondes alpha, d'ondes bêta, ça a vraiment une incidence. Alors pour baisser cette fréquence, il y a plein de façons de le faire. Ça peut être la méditation, ça peut être des gens déjà qui sont souvent en fréquence basse, comme nos amis les médiums. Ça peut être le chamanisme, des mouvements répétitifs, ça peut être de la danse. On a tous cette capacité par moment, ça peut être même du sport, à baisser la fréquence des ondes cérébrales. Donc, pour revenir aux prérequis de l'hypnose, donc oui, c'est bien d'avoir déjà connu l'état modifié de conscience pour ne pas arriver dans un stress important, dans une peur importante, ou dans une attente trop grande. Parce que des fois, j'ai aussi le cas en séance, une personne qui avait fait une première en vie antérieure, entre deux vies, ça s'était super bien passé. Elle avait eu plein d'infos, elle était ravie, mais vraiment. Et puis elle revient me voir une autre fois, elle m'appelle, elle me dit je souhaiterais revenir, ça s'était tellement bien passé la première fois. Et quand elle revient, j'étais un peu sidérée, elle arrive avec une 50aine de questions. Alors je commençais à lire toutes les questions, alors il y avait des questions sur la Terre, il y avait des questions, mais alors, qui n'avaient rien à voir avec elle. Et là, je la regarde, je me dis, ben, on va voir. On va voir, parce qu'on sait bien quand on est en transe, on a aussi notre guidance qui est là, ce qui se passe et ce qui est juste pour nous à ce moment-là. Et je lis les questions, je n'en comprenais pas la moitié, franchement.
c'était tordu, c'était compliqué, c'était écrit tout petit. Et elle voulait que pendant sa séance d'entre-deux-vie, je lise les questions. Et là, donc, on était dans l'analytique pure. Et je lui dis, quand on arrive dans des séances comme ça, c'est intéressant d'être sur l'énergie du cœur, de l'amour, et pas trop là-dedans, pas dans l'ego, parce que c'est pas forcément ce qui va mieux fonctionner. Et effectivement, ça s'est super mal passé, entre guillemets, parce qu'elle a bloqué complètement, quasiment tout de suite, parce qu'elle était vraiment dans... Elle avait changé sa perspective, elle était dans « je veux des réponses à ça, 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 ça », et c'était pas dans le sens de son évolution personnelle. Alors, il ne s'est pas rien passé pendant la séance, quand c'est comme ça, il se passe quand même toujours quelque chose, et en tout cas, moi je guide, j'emmène pour que ce soit résolutoire pour la personne. Et effectivement, sa guidance, les messages étaient, mais maintenant tu te mets sur ton centre du cœur, et au lieu de vouloir poser des questions qui sont satellites ou parallèles, va te poser dans ton cœur et tu verras, les choses changeront. Occupe-toi de ta... Alors dans son cas, c'était occupe-toi de ta fille parce qu'elle a besoin de toi, mais là, au niveau du cœur. Et puis laisse tomber le reste parce que c'est pas juste. Donc grosso modo, ils sont aussi capables, sur des séances de vie antérieure ou d'entre-deux-vie, nous donner ce genre d'informations. Et il y a quelque chose qui va se passer vraiment dans l'alignement au niveau de la personne. Donc elle est partie, elle a compris. Et je pense que du coup, elle m'a envoyé quand même des personnes. Elle a compris que sa demande initiale n'était pas forcément juste pour elle. Alors, en prérequis, on peut aussi se préparer chez soi pour une séance. Alors, comment on se prépare chez soi? C'est l'intention, déjà. Quelle intention je pose dans mon rendez-vous, dans ma séance? Qu'est-ce que je souhaite travailler ou dans quel domaine je souhaite vraiment avancer? Donc on connaît la loi d'attraction. Quand on a une intention claire, précise et bien posée, eh bien on va attirer les réponses ou les soins ou ce qui va correspondre à cette première intention. Alors c'est avoir une intention, c'est éventuellement dans les 10 jours ou la semaine qui précède, ça peut être méditer un peu tous les jours, 10 minutes tous les jours, se poser, se recentrer pour que le jour du rendez-vous, on soit beaucoup plus centré, aligné. Et puis après, il y a d'autres préparations, ça peut être... non, ça c'est bien déjà. Je vous parlerai pour la communication avec les défunts, il y a d'autres préparations possibles pour que ce soit encore plus résolutoire. Alors quand on parle d'hypnose spirituelle, on parle effectivement de régression vie antérieure. On va parler de travailler sur les passages d'âme dans l'au-delà, c'est-à-dire qu'on peut aider une personne qui est là en cabinet et on peut l'aider à faire partir des âmes défuntes qui seraient restées dans son corps. Ça arrive. C'est pas mon sujet aujourd'hui et c'est pas ce que je préfère. Aujourd'hui, c'est pas mon rôle. Je suis pas là-dedans, mais ça existe. On peut le faire avec cette hypnose spirituelle. On peut effectivement être sur la communication avec nos défunts. On peut être dans la communication avec sa guidance, donc nos guides. Et puis travailler, aller voir cette période d'entre-deux-vie. Donc l'entre-deux-vie, c'est quoi? C'est dans ma dernière vie, je suis morte. Et puis entre cette dernière vie et puis mon incarnation ici, aujourd'hui, maintenant, il s'est passé plein de choses. Donc l'entre-deux-vie, c'est se connecter à cette période où il s'est passé plein de choses. Donc pour répondre rapidement là-bas, l'entre-deux-vie, on va avoir, quand on travaille sur l'entre-deux-vie, on va aller dans la dernière vie antérieure. Donc il y a déjà une vie antérieure qui est tracée, c'est la dernière, juste avant celle-ci. On va jusqu'à la mort physique, jusqu'au moment où on passe de l'autre côté. Et quand on est de l'autre côté, on va aller explorer, entre guillemets, tout ce qui s'est passé pendant cette période. Donc il y a ce qu'on appelle la douche énergétique, c'est-à-dire que quand on sort d'une vie, surtout si la vie a été difficile, violente, ou qu'il y a eu de la maladie, des éléments difficiles dans le corps, l'âme a besoin de se régénérer. Donc il y a tout un passage de douche énergétique qui est très chouette à aller voir. Enfin, je suis allée voir la mienne, c'était fabuleux. On est vraiment ailleurs, quoi. C'est vraiment, il y a un vrai nettoyage sur tous les plans. On va pouvoir contacter sa famille d'âme. Donc, quelle est notre famille de toute éternité avec laquelle on se retrouve. Quand on dit c'est
c'est toujours un peu dur à expliquer, hein. Qui sont ces personnes avec qui on a des affinités très particulières et avec qui on peut se retrouver ou pas d'une vie sur l'autre, ou en tout cas on a une mission, si on peut dire le terme comme ça, on a un cheminement qui est sur le même plan, sur la même vibration et sur la même évolution en termes de couleur d'âme en fait. Donc il y a ce contact-là. Il y a le contact avec éventuellement ce qu'on appelle la bibliothèque, c'est-à-dire nos annales akashiques, cette bibliothèque dans laquelle on va pouvoir faire le bilan de ce qu'on a travaillé dans la dernière vie, en quoi c'était OK par rapport aux objectifs qu'on avait pu se fixer. On peut revoir nos différentes vies, enfin c'est pareil, il faut le vivre pour l'expliquer. C'est le point en fait sur notre avancement, ce qu'on souhaite améliorer, ce qu'on souhaite retravailler en termes de vertu, de qualité, d'évolution, plein de choses en fait. Et puis il y a aussi ce qu'on appelle le passage devant le Conseil des sages. Alors le Conseil des sages, c'est les anciens. Alors ça peut paraître un peu bizarre dit comme ça, c'est les anciens, ces âmes qui ont un grand niveau d'évolution et qui vont suivre là où on est dans notre évolution et nous dire par rapport à la dernière vie, bon bah on est plutôt, c'est jamais dans le jugement, hein, c'est toujours dans une grande ouverture du cœur, mais c'est quand même très, même si on n'est pas dans le jugement, c'est quand même, c'est dit quoi, je sais pas comment expliquer, c'est très franc, c'est très droit et c'est très percutant, mais toujours dans un amour immense. C'est vraiment pas, ça part au niveau du cœur, toujours pareil. Donc, et puis ce conseil des sages qui va aider ou pas à choisir notre prochaine incarnation en fonction de l'évolution de l'âme, puisqu'on sait qu'on va choisir souvent le cœur, le corps, le nom, le prénom, nos parents, tout l'environnement qui sera OK pour nous pour avancer en fonction de ce qu'on choisit de travailler dans la vie qui va venir. Dans une vie, on peut très bien dire, tiens, dans la vie qui vient, je vais choisir de travailler l'abondance, parce que j'ai vécu plein de vies où j'ai choisi l'humilité, la pauvreté, où j'ai choisi peut-être la chasteté, peut-être que j'ai été religieuse, peut-être que j'ai été druide, peut-être que j'ai été truand, puisqu'on a vécu plein de choses différentes dans cette vie. Tiens, ben, je choisis l'abondance, ou je choisis le repos, où je choisis la confiance, où je choisis l'amour inconditionnel. Voilà. Donc quand on va s'incarner, on décide de ce qu'on va travailler par rapport à notre évolution. Mais alors selon l'évolution de l'âme, on choisit plus ou moins. C'est-à-dire que des fois, si l'âme est en chemin intermédiaire, c'est plus le conseil des sages qui va dire, bon ben là, ça serait bien d'aller voir ce domaine-là. Ça tu sais faire, ou ça fait plein de vies où tu fais la même chose, ça serait bien de changer un peu de façon de voir les choses. Donc je ne sais pas si ça répond à la question d'entre-deux-vies, c'est un petit peu tout ça. Ok. Donc les vies antérieures. Pour tous ceux qui se posent la question, comment ça marche, est-ce qu'il faut y croire, à quoi ça sert? Donc pareil, moi je serais tentée de dire, est-ce qu'il faut y croire? Essayez. Rien ne vaut l'expérience. Alors certains peuvent dire, c'est le cerveau qui crée des choses, il y a eu plein de thèses là-dessus, sauf que dans le concret, les personnes qui vont... Certaines personnes vont aller... alors lui, il en parle très bien, Brian Weiss. Donc c'est un Américain, c'est un psychiatre. Il y a beaucoup de psychiatres qui ont travaillé avec des patients qui avaient des grosses problématiques récurrentes. Et en tout cas, un psychiatre, il est souvent sur des maladies psychiatriques un peu profondes. Et ce psychiatre, en commençant à travailler avec ses patients, alors médecin de formation, donc on sait que les médecins ne sont pas tout le temps ouverts, alors de plus en plus heureusement, à ces notions-là de vie antérieure. Pour lui, ce n'était pas possible. Et puis il s'est rendu compte en travaillant un jour avec une patiente que d'un seul coup elle s'est mise à lui raconter des trucs, alors on peut dire que c'est du délire, mais en allant faire des études et des recherches, c'était pas du délire, elle lui parlait vraiment d'une autre époque, elle décrivait un autre prénom,
un autre mode de vie ailleurs qu'aux États-Unis. Donc il a commencé à se dire mais qu'est-ce qui se passe là? Et puis il a approfondi ses recherches et de plus en plus, il a compris que lui qui utilisait l'hypnose en but psychiatrique, il y avait autre chose avant. Donc depuis, il a fait 2 ou 3 000 régressions en hypnose profonde pour travailler avec les vies antérieures et résoudre, entre guillemets, des problématiques d'aujourd'hui qui venaient de vies antérieures. Donc la personne, entre guillemets, n'était pas folle, mais elle était encore imprégnée de ses anciennes histoires ou d'une histoire qui l'avait profondément marquée, peut-être traumatisée, et qui fait qu'elle présentait des troubles dans cette vie-ci. Alors lui, il a travaillé beaucoup comme ça. Il y a aussi Michael Newton, pareil, un psychiatre qui aussi, c'est la première fois, c'était pas souhaité, c'était pas tiens, on va aller voir une vie antérieure, c'était vraiment pour soigner la personne. Et la personne en transe profonde s'est retrouvée dans une autre vie. Donc lui, après, il a élaboré, il a fait énormément de recherches, il a énormément travaillé sur des milliers de patients, justement à comprendre comment fonctionnaient les vies antérieures. Et surtout, lui, c'est vraiment le spécialiste de l'étude sur l'entre-deux-vie. Il pose des questions inimaginables, il va d'une façon très pointue. Il décrit dans ce bouquin-là, puis dans un autre bouquin, comment il amène la personne à décrire exactement, précisément ce qui se passe de l'autre côté. Et on se rend compte qu'au fil des milliers de témoignages, les versions de personnes qui ne se connaissent pas sont très très similaires. Donc des médecins qui sont allés loin là-dessus. Une question. Oui. Ça se peut que des fois, tu des patients qui viennent et qui n'arrivent pas à rentrer en hypnose, qui n'arrivent pas à... Alors on en parlera de ça. Ça peut arriver. C'est pour ça que, bon, on peut en parler tout de suite, c'est pour ça que j'insistais sur le fait d'avoir une préparation chez soi ou déjà d'avoir une certaine ouverture. Ce qui est important de comprendre, et moi c'est ce que j'ai compris à titre personnel, moi qui étais une grande contrôlante, parce que ceux qui ont de la peine au début, c'est des grands contrôlants. C'est-à-dire qu'ils ne lâchent pas prise, ou en tout cas, c'est difficile de dire que peut-être il va se passer un truc auquel je ne m'attends pas, ou en tout cas que quelqu'un va émettre des suggestions qui ne correspondent peut-être pas du tout. Donc ça peut être, quand on aime bien avoir la maîtrise de tout, lâcher cette maîtrise-là, ça peut poser un problème personnel. Alors moi, par expérience, justement, j'ai compris que c'était tout l'inverse, en fait. Quand on est en hypnose, en transe plutôt profonde, c'est là qu'on a le plus de contrôle. Quand on est en hypnose tout court, c'est là qu'on a le plus de contrôle, parce qu'on sait que notre partie mentale, analytique, qui est souvent au centre de notre vie, c'est une petite faculté de notre cerveau, c'est des conditionnements, c'est des schémas, c'est de l'analyse, et on se rend compte qu'en utilisant ça jour après jour, c'est pas là qu'on avance. Alors que quand on a accès à notre grand réservoir de ressources, qui fait peut-être 90% de qui on est, y compris du coup ce qui est en lien avec notre âme, quand on a accès à ces parties-là et qu'elles reprennent leur juste place, là on est dans un vrai contrôle de notre vie. C'est plus les conditionnements, c'est plus les schémas, c'est plus les actions répétitives que l'on fait tous les jours sans plus se poser de questions. Là on a accès à toutes nos ressources. Et moi, du jour où j'ai intimement compris que c'est là que je pourrais faire bouger ma vie, il y a une partie de moi qui a accepté de lâcher ce petit contrôle ici-bas. Alors certaines personnes, effectivement, au début, c'est pour ça que l'hypnose, c'est un entraînement. C'est un entraînement, quand la première fois on a appris à marcher, on s'est entraîné. On a marché 1 fois, 2 fois, puis on est tombé. Puis on tombe et puis on se relève. Et puis après, ça devient un automatisme. Quand on a fait la première fois ces lacets, moi je ne savais pas faire mes lacets en naissant, donc j'ai appris à le faire. Et bien l'hypnose ou l'état modifié de conscience, ça s'apprend. C'est un entraînement. C'est-à-dire que peut-être sur la première séance, j'aurai encore peut-être des peurs, peut-être des doutes, je peux bloquer ou pas. Parce que tous les cas de figure sont présents, mais je vais apprendre à le faire. Un médium, il a des facultés, oui, mais à un moment, ça demande de l'entraînement, ça demande un lâcher, ça demande une confiance. Ça ne vient pas comme ça.
Hein, tu es d'accord avec moi? On a tous des capacités, mais c'est du travail aussi. Donc l'hypnose, c'est aussi ça. Plus on en fait, plus c'est facile, comme le vélo. Donc du coup, tu peux reconduire plusieurs séances. Tout à fait. C'est pas au bout de la première séance, c'est plutôt ça ma question. C'est pas au bout de la première séance où ça peut lâcher et, ça peut. Et on y va. J'ai eu plein de cas où ça l'a très bien fait. Parce que c'était juste pour ces personnes, parce que c'était le bon moment, parce qu'elles avaient peut-être déjà travaillé sur elles, parce qu'elles avaient peut-être déjà des facultés, et parce qu'elles n'étaient pas dans une attente émotionnelle. Des fois, une attente émotionnelle peut aussi bloquer le processus, et j'attends tellement. Récemment, hein, j'ai eu un monsieur dans ce cas-là, qui avait une attente tellement forte que ça bouillait dans sa tête. Donc avant, c'est bien d'avoir une séance pour désamorcer les attentes ou pour travailler peut-être même en énergétique ou en fleur de bac pour désamorcer les difficultés émotionnelles. C'est pareil, quelqu'un, quand on va aller travailler sur un défunt, il peut y avoir un truc énorme et que l'attente soit tellement haute que je bloque tout. Mais en même temps, c'est que c'est juste comme ça. Mais moi, j'ai eu plein de personnes qui sont venues la première fois. Alors, je teste au téléphone avant pour comprendre aussi si c'est juste de le faire sur un premier rendez-vous. C'est pas forcément juste, mais c'est des personnes qui ont déjà fait ou de la méditation, ou qui sont médiums, ou qui ont fait des soins énergétiques, qui ont déjà une faculté propre. Mais d'autres personnes qui n'avaient jamais rien fait, où ça a très bien fonctionné. Donc il n'y a pas de règle. Mais dans l'ensemble, sur les rendez-vous que j'ai, je dirais, j'ai eu plutôt du 95% sur une première séance. Quelque chose comme ça. Après, c'est comme ça parce que c'est ces personnes que j'attire peut-être aussi. Peut-être que d'autres personnes moins prêtes ne viendront pas me voir moi, ou elles iront voir, je ne sais pas en fait. C'est peut-être parce que tu es efficace aussi. C'est pas moi qui bosse. Voilà. J'aime bien dire en hypnose, c'est pas le thérapeute qui bosse. C'est la personne qui est en face, qui va chercher ses ressources. Nous, on est là, on accompagne. Alors peut-être qu'effectivement, moi, je vais travailler avant une séance, je me prépare, je fais aussi des demandes à ma guidance, à la guidance de la personne pour l'emmener où c'est juste qu'elle aille. Donc ces demandes peuvent être utiles. Pendant une séance, je vais aussi travailler au niveau énergétique. Souvent, je vais mettre, je vais travailler en Reiki sans m'en rendre compte. Alors ça peut aider à élever le taux vibratoire. Parce que pour avoir accès à ces informations-là, c'est une fréquence vibratoire particulière. Tout comme un médium va se placer dans une fréquence vibratoire qui est quand même particulière. En tout cas, pour que la guidance puisse venir, c'est bien qu'on arrive sur les mêmes plans. En tout cas, ça c'est très juste pour l'entre-deux-vie. Pour les vies antérieures, c'est encore un tout petit peu différent. Mais moi, je suis convaincue que quand on va sur des vies antérieures, et c'est toujours le sens de ma demande, la guidance est quand même là pour aller débloquer. Ce qui a débloqué, c'est des personnes qui sont en chemin, et à ce moment-là, il faut qu'elles avancent. Donc ils vont aller mettre les moyens, emmener les personnes pour que ça débloque ou ça doit débloquer. Est-ce que ça répond à ta question? Ouais, merci. Donc c'est la vie antérieure. Donc oui, pour la transe profonde, il y a quand même des techniques. C'est pas, ça demande peut-être une induction, ce qu'on appelle en hypnose, un peu plus longue. Moi, j'utilise effectivement mon énergétique, je vais utiliser des mouvements oculaires, qui vont permettre de partir plus rapidement, des répétitions, des choses comme ça, qui sont souvent utilisées d'ailleurs pour les traumatismes. Alors j'en parlerai après si j'y pense aussi. Ces mouvements oculaires, non, j'en parlais tout de suite tant que j'y suis. Ces mouvements oculaires, on s'est rendu compte, toujours aux États-Unis, les traumatisés de guerre qui sont revenus Vietnam ou d'autres guerres, il y a des psychiatres et des médecins qui ont essayé de travailler sur eux pour passer ce cap du trauma. Et ils ont beaucoup utilisé les mouvements oculaires justement, et là on est directement sur le neuro. On n'est plus sur l'intellect, on travaille au niveau neuronal pour aider le cerveau à transformer les émotions liées à ces traumatismes importants qu'ils ont vécus pour pouvoir continuer à avancer. Donc là, on est vraiment
dans le technique neuronale. On n'est plus sur une induction tranquille parce que eux, leur but, c'était pas l'hypnose, c'était travailler sur du traumatisme. Donc c'est le MDR, c'est ces choses-là qui vont permettre de pallier à ces difficultés. Et ils se sont rendus compte que sur plusieurs cas, ça a commencé comme ça, il y a des traumatisés de guerre, si on peut les appeler comme ça, qui d'un seul coup, alors qu'ils étaient en travail neuronal, se sont mis à parler de défunts, disparus. C'est-à-dire que ça les a plongés en état de transe tel que certains ont parlé par exemple de personnes qu'ils avaient tuées pendant cette guerre-là. Et ils ont pu, grâce à cette transe-là, alors ce n'était pas le but initial, donner plein de descriptions sur la personne qu'ils avaient eue en face d'eux, sur où elle en était, et communiquer avec ce défunt-là. Et souvent, ça a été le plus thérapeutique, c'est-à-dire cette communication avec cette personne, ça peut être un collègue qu'ils avaient perdu sur le terrain de la guerre, ou ça peut être des personnes qu'ils ont été obligés de tuer parce qu'on était en état de guerre. Et donc il y a eu des réconciliations, des choses importantes qui sont faites à ce moment-là. Et c'est là que les médecins et psychiatres se sont rendus compte que ces mouvements neuraux avaient vraiment la capacité à emmener les personnes en transe et voire à communiquer avec les défunts, ou en tout cas aller en hypnose profonde. Donc ça, c'est des techniques qu'on peut utiliser en séance, que j'utilise. Après, c'est des techniques, ça peut être d'autres techniques plus classiques d'hypnose. Et moi, j'aime bien me servir de tous les outils que j'apprends au fil du temps. Et je dirais que l'hypnose, c'est un petit peu comme pour tous les thérapeutes. À un moment donné, quand on apprend à écrire, on apprend l'alphabet. Donc quand on est tout petit, on apprend les lettres et puis on apprend à les positionner les unes après les autres. Et après, on arrive à former des mots. Et puis un jour, plus on grandit, plus on évolue, plus notre tracé des lettres va être différent de ce qu'on a appris à la base. Pourquoi ? Parce que c'est nos expériences, notre vécu, notre caractère qui font qu'un jour on trace autrement les mots, les lignes, les phrases et qu'il y a notre touche personnelle. Et bien en thérapie, c'est un petit peu pareil. Vous pouvez aller voir 50 thérapeutes d'hypnose, je pense qu'il n'y en a pas un qui bosse pareil. On a peut-être appris des choses à un moment donné similaires, et puis notre vécu, notre caractère, notre expérience font que chacun va travailler, en tout cas moi je le conçois comme ça, sinon plus je m'embêterais, chacun va amener qui il est, ce qu'il a appris, son vécu, ses expériences, et puis les différentes techniques ou les différentes ressources qu'il a lui pour la séance. Ce qui fait que je pense que c'est un petit peu pareil pour les médiums, chacun apporte ce qu'il est aussi, son énergie.